Bonjour à tous. C'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau jeudi de la FEMS consacré, comme vient de le dire Pauline, à décoloniser les musées, les mots pour le dire. Je suis donc Benoît Martin, je suis le directeur du musée d'art africain, océanien, amérindien, situé à Marseille. Et pour être tout à fait transparent, je vous avoue que j'ai été vraiment honoré que la FEMS me propose d'animer ce nouveau rendez-vous il y a maintenant plusieurs mois. Et merci pour cette confiance. Merci tout particulièrement à Pauline, la coordinatrice de la FEMS, notamment pour les échanges de construction et pour l'organisation. D'emblée, il m'a semblé évident qu'une telle rencontre, elle ne pouvait pas se construire seule. Et c'est ainsi grâce à mes collègues et amis Marion Bertin, muséologue, anthropologue du patrimoine et chercheuse, comme vient de le dire Pauline, postdoctorante à l'Université catholique de Louvain, à qui je vais céder la parole après ces quelques mots introductifs, mais aussi grâce à Sébastien Magro, qui malheureusement ne peut pas être présent parmi nous aujourd'hui, mais qui a été actif et très actif dans la préparation de ce rendez-vous. Sébastien Magro, qui est attaché de conservation du patrimoine, actuellement inscrit sur la liste d'aptitude et en recherche de poste, je me permets de le dire. Il est aussi rédacteur de la passionnante infolettre La Botte de Champollion, que si vous ne connaissez pas, je vous invite également à découvrir. Et c'est grâce à eux que ce rendez-vous peut avoir lieu. Merci à eux deux et tout. Merci également, évidemment, aux intervenants, Vonu Weiss, Floriane Morin, François Makenga, qui j'espère pourra nous rejoindre. Peut-être qu'il y a des petits problèmes techniques, et Julien Codorton, pardon, qui nous font l'honneur et le plaisir de partager avec nous leur expérience. Car oui, l'objet de ce temps d'échange, ce n'est pas de proposer une synthèse généraliste, mais au contraire, et c'est même l'essence des jeudis de la FEMS, de prendre la forme d'un partage d'expériences, de présenter les différentes manières dont les musées et plus largement les institutions culturelles se sont emparés de cette nécessité de construire, de redéfinir, de contextualiser de nouveaux champs sémantiques dans un principe de décolonisation des pratiques muséales. Seront ainsi illustrées à travers plusieurs expériences la place des mots dans les différents formats de médiation muséale, leur mise en usage, leur réception par le public, la réception de ces lexiques et leur positionnement central. Euh, Simplement, nous pourrions résumer, et c'est ce qu'on a dans les échanges préparatoires, en plusieurs questions, l'importance du qui parle, l'institution, les artistes, les visiteurs, les représentants de communautés, mais aussi la question du pour qui et pourquoi dans la médiation humaine, la mise en exposition, la communication. Ce thème et ces questions, elles nous conduiront, à travers ces expériences, à interroger sans doute aussi la question de la traduction et l'importance de la traduction. Après ces quelques mots, je cède donc la parole à Marion Bertin. Et je vous retrouve pour, comme l'a signalé Pauline, un temps consacré aux questions, qui, je n'en doute pas, seront très nombreuses. Donc je cède la parole à Marion et merci encore à elle. Merci Benoît et merci à vous tous et toutes pour d'être présents et présentes ce matin pour ce jeudi de la FEMS. Merci, un plus grand merci particulier à Pauline pour la coordination, à Benoît Martin pour toute l'organisation également, et particulièrement aux intervenants et intervenantes de ce matin pour tous les riches échanges que nous avons pu avoir et d'accepter d'intervenir et de présenter leurs expériences. Comme Benoît l'a déjà signalé, on voit quand même que les enjeux de décolonisation sont centraux aujourd'hui dans les musées, mais ils prennent une dimension qui est spécifique à chaque établissement, à chaque personnalité qui s'en empare. Donc n'hésitez pas au moment de vos interventions à repréciser aussi votre position et la manière dont vous entendez ce terme de décolonisation et tous les mots qui peuvent y être afférents. Sans plus attendre, je vais donc céder la parole à notre premier intervenant de ce matin, François Makenga, qui est un des acteurs essentiels de Bruxelles pour toute la sphère culturelle et du patrimoine, en particulier en lien avec l'histoire coloniale et la colonialité à Bruxelles et en Belgique de manière générale.
François se définit lui-même comme un artiviste qui est actif aussi bien en art vivant que dans le cadre en tant que guide conférencier pour des balades urbaines, des balades décoloniales, ou au sein de plusieurs musées, dont Beaux-Arts, Canal ou le SIVA à Bruxelles et en particulier au sein de l'Africa Museum, dont il va nous parler aujourd'hui à travers ses expériences de médiation et en tant que fondateur et membre actif de l'association des guides décoloniaux qui œuvre au sein de ce musée à Tervuren. François, je te cède la parole pour 15 minutes. Merci Marion. Je me prénomme François. François parce que j'ai eu un arrière-arrière-grand-père tirailleur sénégalais, comme on dit, indigène qui s'est battu pour la Belgique et ses intérêts coloniaux en Belgique. Et mon père, réfugié politique congolais en 1977, a démontré à l'administration donc communale d'Ixelles que mon arrière-grand-père avait fait, on va dire, quelque chose de positif pour le pays, en brandissant évidemment la récompense qu'il a eue, et c'est comme ça que je me prénomme François. Mais ce que je viens de vous le raconter, il m'a fallu peut-être 30 ans pour investiguer personnellement, et certainement pas dans les bancs des universités belges et des systèmes scolaires belges. C'est quelque chose que j'ai dû rechercher par moi-même, notamment en travaillant comme guide conférencier indépendant, je précise, à l'Africa Museum. Donc c'est cet institut qui se trouve en Belgique. Et la Belgique, bon, c'est un lieu de passage, c'est le lieu de passage à la fois du capitalisme, à la fois des troupes napoléoniennes, à la fois évidemment des velléités colonialistes d'un jeune pays qui est la Belgique, n'est indépendant que 15 ans après la défaite de Napoléon à Waterloo. Donc c'est par essence un pays qui va mettre en perspective la future Union européenne qui doit se chercher sur évidemment l'axe Allemagne et France, et évidemment en tant que pays neutre, elle ne pouvait pas avoir une colonie d'exploitation, d'où le cas particulier du deuxième roi des Belges qui investit sa fortune personnelle à, un, trouver un modèle colonial, et deux, trouver un territoire sur lequel penser comment dire, à la survie de ce pays, la survie économique de ce pays. Et quelque part, au jour d'aujourd'hui, pour prendre les mots d'Achille Bembe, lorsqu'on définit l'État indépendant du Congo, on parle de proto-fascisme, on parle de terrain d'expérience dans lequel vont se retrouver des manières de domination et d'exploitation du sol et du territoire qui vont être recyclées un peu partout. D'ailleurs, le colonialisme belge est un mélange un peu du gouvernement indirect français, anglais, etc. Et malheureusement, les populations congolaises vont être l'expérience de tout ça. Et il faut donc, lorsque la conférence de Berlin se signe, il faut un lieu de nouveau, un lieu où se persuader d'une mission civilisatrice, se persuader d'aller amener l'humanité de l'autre côté. Et c'est l'œuvre de Charles Giraud, donc ce musée du Congo belge, musée royal d'Afrique centrale, qui s'appelle désormais Africa Museum. Mais le problème, c'est qu'il y a une méconnaissance de vis-à-vis du public. Il y a une grosse différence. Peut-être que mes consorts vont me contredire, mais il y a une grosse différence entre le British Museum, le Quai Branly, peut-être d'autres musées typiquement ethnographiques, et l'Africa Museum. C'est que l'Africa Museum, c'est d'abord le Pentagone du Congo. En ce sens, je m'explique, la Belgique est propriété des informations biologiques, humaines et géologiques du Congo, informations qu'elle a évidemment profité. Et ça, des personnes comme Trump, comme Elon Musk sont tout à fait au courant de ça, mais le grand public, il lui faut une visite guidée pour comprendre cette petite nuance de taille. Lui qui est venu juste paisiblement, je cite,
en apprendre sur les cultures africaines, en apprendre sur la décolonisation, eh bien, il se rend compte que bah, les petites pierres, la petite pierre de cobalt ou de cuivre ou d'or, innocemment posée tel un cabinet de curiosité dans la salle des ressources, bah, le plus important, c'est la carte géologique. Et évidemment, c'est tout autre musée qui s'offre à lui quand il a le privilège, la chance et, comment dire, l'intelligence de demander une visite guidée. Parce qu'évidemment, il se rend compte que ce qu'il va apprendre en visite guidée, c'est d'intérêt public. Normalement, n'importe quel citoyen belge est censé savoir ça. C'est ce qui permet de comprendre aujourd'hui, du coup, ce que je vais tenter d'articuler, à savoir finalement une institution qui est perpétuellement en crise et dont ces archives, évidemment, sont un enjeu politique qui dépasse le visiteur. C'est une institution qui est en conflit et qui nécessite une reprise en main politique, car effectivement, l'Africa Museum dépend directement de la ministre en charge de la politique scientifique au niveau fédéral belge, ainsi que les institutions. Donc, ce qui fait évidemment, ce qui pose tout de suite un aspect assez politique. Je ferai le lien entre une affaire qui a secoué notre institution, parallèlement l'affaire Cobalt Metals, propriété de Bill Gates et de Jeff Bezos. Je vais faire le lien avec la dernière nouvelle en tout cas, que nous avons dans notre institution, à savoir que notre directeur ne va pas être prolongé à son départ à la retraite, prévu le 1er février 2026. Et je vais vous proposer quelques hypothèses quant à ce départ. Et l'une des hypothèses centrales, c'est l'éviction et la prise de parole d'une ancienne collègue qui a été chargée de la programmation culturelle, à savoir Nadia Nsayi, N-S-A-Y-I. Donc, c'est un petit peu les trois protagonistes autour de l'institution et autour, ben oui, de ces. Peut-être, ça va mettre en perspective le fait que moi, guide indépendant, et ça, je tiens à souligner tout ce que je vais vous dire, je suis susceptible de le dire en visite guidée, de le partager de groupe en groupe. Je réponds à une question qu'on me pose souvent quant à ma liberté de ton à l'issue de l'institution. Bon, j'ai la liberté de ton, mais quand il s'agit de ma collègue, la collègue en question, qui, elle, évidemment, est une collègue qui a été nommée, et effectivement, cette liberté se pose. Donc, le contexte de l'Africa Museum depuis sa rénovation, c'est celui d'une mutation postcoloniale. Et, comme je l'ai dit, la rénovation a beaucoup porté sur la respectabilité des collections et de la collection permanente. Est-ce que, justement, elle est dite décoloniale? Et j'ai oublié de préciser mon rapport à ce terme décolonial. Donc, décolonial, pour moi, la décolonisation, c'est un processus historique, à savoir le processus d'indépendance mené par les pays anciennement colonisés en Afrique, et ce processus d'indépendance qui a été saboté par les pays colonisateurs. Donc, moi, je le perçois comme cela, ce mot. Je me définis plutôt comme, oui, un travailleur, un médiateur, un activiste anticolonial. Oui, et c'est en ce sens-là qu'effectivement mon rôle de guide dans cette institution demeure, puisque bon, je prends cette précaution parce qu'évidemment, le capitalisme a tout fait de rendre ce mot décolonial à toutes les sauces, et surtout, non pas un projet collectif, mais un projet, on va dire, individuel et de développement personnel. Voilà pour la prise de précaution. Donc, j'en étais. Donc, l'arrière-plan, ce sera l'affaire Cobalt Metal.
le conflit entre Nadia Nsai et le directeur, et est-ce qu'on peut considérer que la ministre du tutelle, hein, avec l'éviction du directeur, est-ce une sanction politique et en quoi ça s'applique quels sont les, comment on va dire, quelle est la séquence qui a permis ça? Et là, en ce moment, bon, on est plutôt en conjoncture. Mais je vais déplier simplement les articles, en tout cas ceux que nous avons en connaissance. Alors, l'Africa Museum et ses archives sensibles, comme je l'ai dit, le véritable trésor de guerre, ce n'est peut-être pas forcément la plus grande collection d'artefacts provenant d'Afrique, hein. Nous avons jusqu'à 120 000 objets différents. D'aucuns disent que c'est la mémoire vive du Congo qui s'y trouve, mais peut-être que le véritable trésor de guerre qui intéresse forcément Trump, celui qui s'est défini depuis les accords de Washington comme celui qui a amené la paix au Congo, eh bien, ce sont ces relevés géologiques. Même si la mission du musée a été la décolonisation de son regard. Et car effectivement, ces millions de documents géologiques et miniers sur la RDC, fait à l'époque coloniale, sont évidemment des enjeux stratégiques. L'affaire Cobalt Metal. Je vais tout simplement vous partager un court petit article qui résume un petit peu cette affaire. Comme ça, vous pourrez en même temps suivre et vous faire votre avis. J'ai délibérément... Oh, non. J'ai choisi l'article volontairement avec un titre assez évocateur. L'administration Trump fait pression pour que le musée de Tervuren cède ses archives sur le Congo. L'administration Trump manœuvre afin que l'Africa Museum de Tervuren transfère ses archives sur la géologie du Congo à une compagnie minière américaine, affirme la VRT, télévision nationale flamande, à la suite des révélations du Financial Times. La Belgique résiste et dit vouloir rester fidèle aux règles préétablies. Pour les États-Unis, l'enjeu est colossal. Le 4 décembre 2025, à Washington, Donald Trump accueille les présidents du Rwanda et de la République démocratique du Congo, Paul Kagame et Félix Tshisekedi, pour conclure un accord de paix présenté par le chef d'État américain comme un grand miracle. Les deux dirigeants africains signent sans se serrer la main. Ce texte est censé mettre un terme au conflit à l'est du Congo, une région ravagée par le M23 soutenu par le Rwanda. Est également prévu un partenariat stratégique entre les États-Unis et la RDC, mettant l'accent sur l'exploitation des minerais du Congo. Problème, Washington manque d'informations sur la localisation des gisements qu'elle est désormais autorisée à exploiter. Un énorme enjeu économique en ce sens, la société minière Cobalt Metals, détenue en partie par Jeff Bezos et Bill Gates, compte numériser des fichiers géologiques conservés non pas au Congo, mais à l'Africa Museum à Tervuren. Pour être précis, il s'agit de relevés réalisés par des compagnies minières belges à l'époque coloniale. Le but de Cobalt Metals, en consultant ce demi-kilomètre de documents, est de savoir où se trouvent des matières premières comme le cobalt, le cuivre, le lithium et le coltan, des ressources essentielles pour la fabrication de composants électroniques. Après numérisation, l'IA serait mise à contribution pour obtenir des indications précises sur les régions creusées. En l'état, l'entreprise dit éprouver de grandes difficultés en la matière. Fin de non-recevoir. Cobalt Metals avait déjà signé un premier accord en janvier 2025 avec Kinshasa pour avoir son soutien dans ce projet. Sauf que l'Africa Museum refuse de céder ses archives qui appartiennent à l'État, révèle le Financial Times. Je cite,
Nous voulons effectuer nous-mêmes la numérisation de manière scientifique et ne pas la confier à une entreprise privée, réagit sur les ondes de la VRT le directeur du musée Barthouvry. Je cite, ces archives contiennent des informations sur le Congo, mais aussi sur le Rwanda, le Burundi et d'autres pays africains. Cette nuance est importante, il n'est pas acquis que tout sera automatiquement mis à disposition du Congo. Fin de citation, ajoute-t-il. La numérisation a déjà commencé et les données sont transmises au fur et à mesure au gouvernement congolais. Barthouvry précise en ce sens que la RDC peut demander que telle ou telle partie des documents soit numérisée en priorité. Ce travail ne sera toutefois réalisé dans sa totalité qu'au bout de 4 ans d'efforts. Une mise sous pression. Insatisfaite par cette situation, l'administration Trump a commencé à manœuvrer pour avoir un accès direct à ces archives, révèle le Standard. Des contacts diplomatiques ont déjà eu lieu. Le nouvel ambassadeur américain en Belgique, Bill White, nommé en novembre dernier après avoir soutenu Trump depuis 2016, est notamment intervenu selon le Standard. Le cabinet du ministre des Affaires étrangères, belge, Maxime Prévost, a toutefois répondu qu'il n'est pas question d'accorder à une entreprise privée un accès privilégié ou exclusif à ces documents. Louis Watum Kabemba, ministre des Mines de la RDC, a déclaré au Financial Times qu'il avait donné instruction à ses fonctionnaires de négocier avec la Belgique afin d'accélérer le processus. Pourtant, selon Barthouvry, je cite, « Nos partenaires congolais paraissent satisfaits de notre approche ». Fin de citation. Le désaccord semble se situer principalement entre nous et Cobalt, ajoute-t-il. Un contexte compliqué. Une grande partie des richesses minières du Congo se situe au Kivu, autrement dit, là où le M23 a sévi. De nombreux gisements d'or s'y trouvent également, ce qui pourrait attiser les convoitises vu l'envolée des cours de l'or sur les marchés depuis le retour de Trump au pouvoir. Outre le problème de la localisation des gisements, les entreprises américaines devront faire face à un contexte qui reste compliqué en RDC, comme le note l'ONU. Le Qatar, un allié proche de l'administration Trump, tâche désormais de faciliter les discussions entre Kinshasa et le M23, et les violences ont diminué au Kivu. Néanmoins, la situation sécuritaire sur le terrain demeure instable et continue de se détériorer, avertissent les Nations Unies. Le Rwanda, qui a longtemps nié tout lien avec le M23, a finalement admis en janvier dernier participer à la coordination sécuritaire avec le groupe rebelle, avouant ainsi un demi-mot être lié à cette organisation, révèle le courrier international. Enfin, l'exploitation des gisements congolais peut être très dangereuse au vu des nombreux accidents relevés sur ces sites. Fin janvier dernier, un éboulement a fait plus de 200 morts dans la très stratégique mine de Rubaya au Kivu. François, Oui. je vois que le temps file. Est-ce que tu pourrais revenir en quelques mots sur la question pour aller vers la conclusion en une minute, sur sur la question de l'indépendance et de la liberté de ton qui me semble assez essentielle pour notre propos, notamment par rapport à ce qu'on pourrait appeler l'affaire Nadiane Saïd, qui est quand même un gros morceau en Belgique actuellement. Et ben donc, alors à ce moment-là, bon, je ne sais pas si j'aurai une minute, je crois que le mieux sera peut-être de lire. Il faut savoir que lorsque Nadiane Saïd a accepté, sous la direction précédente, d'être engagée comme programmatrice culturelle, elle a comme prérogative gardé une tribune médiatique qu'elle a eue. Donc, il faut savoir que Nadiane Saïd est une politologue, a été une politologue et autrice de livres, notamment intitulés Les filets de la décolonisation en néerlandais. Et dans son contrat, elle a insisté pour garder la tribune qu'elle avait dans un journal néerlandophone qui s'appelle De Morgen. Et à 1 an de la prise en charge du directeur, je vous passe les détails, effectivement, l'Africa Museum va être dirigé par un directeur blanc. En tout cas, c'est les questions que se sont posées les sociétés civiles tournant autour du musée et des questions décoloniales. Et donc, elle a pris le temps de laisser sa chance, entre guillemets, à ce directeur.
et voyant à mi-mandat que toutes les promesses liées à la rénovation, toutes les critiques dont l'institution a fait preuve sont dans un statu quo. Elle a donc dû utiliser cette tribune, sa tribune, dans ce journal, pour en fait dire cette opinion, qui va être le cœur de son futur licenciement. Alors que le titre de cette tribune, c'est, je cite, pourquoi, Nadia Nsaï, pourquoi j'envisage de quitter l'Africa Museum? Tribune que je vais vous partager. Peut-être que je n'aurai pas le temps de tout lire, mais c'est évidemment cette tribune qui est au On peut cœur. peut-être la laisser pour la lecture parce qu'on a déjà, le temps file déjà. Alors, Euh, je vais juste ouais, la partager. ouais, super. Et Et comme ça, on je pourra y vais- revenir dans le temps de questions par la suite. Voilà, Tout grand merci. voilà je la partage, parce qu'évidemment, c'est cette tribune-là qui va évidemment nécessiter des remous en interne. Nadia va prendre un congé maladie, et c'est à l'issue de son congé maladie. Et parallèlement c'est pour ça que j'ai commencé avec ce qu'il est à Cobon Metal. C'est à son retour de maladie ce sera le 30 avril qu'elle va recevoir son licenciement. Mais 3 jours plus tard, le directeur va envoyer une note au personnel notifiant le fait, en tout cas majeur, que la ministre de tutelle du musée, Vanessa Matz, ne va pas reconduire son contrat. Il faut savoir que notre directeur était un directeur qui forcément amenait l'austérité que vivent toutes les institutions publiques et perçu le fait qu'une fois sa retraite, il ne va pas être reconduit, et perçu le fait que la ministre considère que ce ne sera pas lui l'homme de l'austérité. Et c'est là qu'il y a les conjonctures qui se posent. Est-ce que c'est les conséquences de sa gestion de l'affaire Cobomalt? Est-ce que c'est les conséquences directes de l'éviction de Nadia Nsaï, puisqu'évidemment, c'est d'un côté le directeur d'un institut colonial blanc qui empêche un État souverain, le Congo, de disposer d'informations géologiques et qui, par-dessus le marché, vire l'une des seules personnes, membres du personnel racisé ayant un poste. Donc, est-ce que c'est ça qui va faire que la ministre considère que, et comme de coutume en Belgique, on a tendance à un petit peu tasser les polémiques, c'est entre ces deux truchements-là que probablement le musée va devoir se trouver un directeur, ou peut-être pas, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est un contexte de restructuration, et il est fort probable que notre institution va être dirigée par un conseil de direction, et que les choses vont se faire en interne, puisque donc on est déjà dans la logique d'application du plan d'austérité. Là, il y a des postes qui ne sont pas reconduits, dont notamment, semble-t-il, pour le moment, le poste de direction. Donc, tout ça pour vous dire que, je le répète, tout ce que je viens de vous dire et que j'aurais pu vous partager, j'ai la totale liberté, en tant que guide indépendant, de le dire à l'intérieur de l'institution et de pouvoir le partager de 15 personnes en 15 personnes. Mais évidemment, quand il s'agit à ce que ce savoir, et parce qu'évidemment, ce savoir, comme j'ai dit, d'utilité publique, normalement, s'il y avait une véritable politique fédérale, belge, de vulgarisation du passé colonial, normalement, les visites guidées seraient déjà obligatoires, de un. Et je pense que une membre du personnel n'aurait pas comment dire, se mettre en danger pour que comment dire, le programme de ce musée soit, en tout cas le programme de vulgarisation, de déconstruction de son passé colonial soit pour le grand public. Je ne sais pas si j'ai répondu
à ta demande par rapport à Nadia Nsaï, Ouais. ou il faut que je reprise encore quelque chose? Non, super. Merci beaucoup, François, d'être revenu aussi sur tous ces enjeux finalement de qui a la parole et des enjeux institutionnels et nationaux qui pèsent sur les institutions et les droits de parole et sur les questions de qui détient le savoir et à qui il est transmis. Je pense que c'est des questions qui sont essentielles dans ce qui nous occupe aujourd'hui. Sans plus attendre, je vais céder la parole à présent à Floriane Morin, conservatrice et responsable du département Afrique du Musée d'ethnographie de Genève depuis 2010, qui reviendra sur sa participation en tant que commissaire d'exposition d'une manifestation intitulée Mémoire Genève dans le monde colonial, qui s'est tenue entre mai 2024 et janvier 2025, lors de laquelle exposition lors de laquelle Floriane ce qui est un des enjeux de de plusieurs de ses recherches et projets, euh, de travailler entre les milieux académiques, les milieux muséaux et la société civile à Genève et en Suisse. Floriane, je te cède la parole. Merci Marion, merci beaucoup, merci François. On se connaît, on s'est déjà rencontrés à Paris et vous êtes plusieurs à m'avoir déjà entendu parler de cette exposition. Donc voilà, j'espère que je pourrai l'aborder sous des angles dont on n'a pas encore discuté ensemble. Je suis très, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Et en effet, pour vous parler d'un projet, d'une exposition et de toute sa programmation qui s'est quand même terminée en 2025. Voilà, donc j'ai eu un peu de temps pour digérer tout ce qui a pu se passer. Donc j'espère que je pourrai aussi vous le rendre d'une manière plus synthétique. Je note qu'à 9h50, je m'arrête, si c'est bien l'horaire. Voilà. Je vais faire attention à ça. Je vais vous partager des images et puis parler par-dessus. Ce sera comme ça une double approche. Alors, je vais essayer de faire ça bien. Et vous me dites quand c'est bon pour vous. Voilà. OK, super. Alors, voilà, Genève dans le monde colonial. C'est un projet qui a été conçu au musée d'ethnographie à partir, si vous voulez, de vraiment une réflexion. Alors voilà, moi je vais employer ce mot décolonial puisque c'était le terme central du plan stratégique du musée entre 2020 et 2004. Une réflexion sur la décolonisation de notre institution, de ses collections. C'est vraiment une ambition très démesurée, mais voilà, c'était une sorte d'objectif très lointain avec pour toutes les équipes du musée quand même un contexte de réflexion sur nos pratiques muséales et donc la création d'expositions qui pouvaient voilà, faire partager à nos publics cette transparence que nous voulions apporter dans notre manière de travailler avec les collections, pour les collections. Donc ce projet Mémoire, en fait, il a été conçu avec une équipe immense. Je vais passer tout ça à partir des questions que vous voyez à l'écran. Ce qui était très important pour nous comme point de départ finalement de ce projet. Donc, j'ai coordonné finalement cette équipe de conception et tous ces partenariats. Mais voilà, j'étais pas du tout la seule personne à réfléchir au concept, loin de là. Ce que nous avons tenté de faire, c'est de raccrocher un passé, un présent et un futur, c'est-à-dire de pouvoir, là, au cœur de Genève, évoquer ce qu'est un musée d'ethnographie, alors en plus qui a gardé son nom, hein, son nom originel, qu'on essaye de porter, de supporter et d'expliquer. Qu'est-ce qu'un musée d'ethnographie? Comment est-ce que dans un pays comme la Suisse, une ville comme Genève, on peut clairement parler d'action coloniale des institutions culturelles? Et puis, très important pour nous, ne pas rester dans une conception du passé colonial de la ville. Comment est-ce que nous pouvions aujourd'hui, avec
différents partenaires, des personnes toujours très engagées, envisager les prolongements de ce colonialisme sur notre société et aussi donc sur l'activité culturelle de notre institution, etc. Donc là, vous voyez ou pas, d'ailleurs, je ne sais pas, défiler les partenaires d'exposition. Ce sont des personnes qui ont, pour certaines, travaillé vraiment à la conception de l'exposition, qui ont amené aussi, donc en termes de curation, hein, tout simplement, et qui ont amené des contenus, qui ont amené des... Ouh là là, ça ne marche plus, des œuvres, voilà, qui ont amené des œuvres d'art, qui ont amené des paroles, enfin vraiment, qui ont enrichi l'exposition et tout son propos. Ce sont aussi des personnes qui ont activement participé à l'écriture des textes. Alors là, je vous ai fait un horrible, mais horrible melting pot parce que je pensais que ma diapo d'avant ne fonctionnerait pas. Voilà, donc vous avez, pas tout le monde, mais une grande partie des acteurs, actrices de cette exposition. Donc des personnes qui à la fois ont participé au contenu, mais aussi beaucoup à la programmation. Donc, et puis des personnes qui ont participé aux deux, c'est-à-dire qui ont été présentes pendant finalement 2 ans de notre projet. Euh, voilà, il me faudrait 3 jours pour vous parler d'eux et d'elles, donc tant pis, vous en croiserez d'autres au cours de mon diaporama. Voilà, avec toutes ces personnes qui, comme je vous le disais, en fait, j'essayais de réfléchir ce matin finalement, quel est le dénominateur commun de toutes ces personnes avec qui nous avons pu travailler, c'est-à-dire qui nous ont accordé leur confiance surtout parce que euh, être engagé comme elles le sont toutes ces personnes, euh, c'est-à-dire pour un avenir plus respectueux, pour une conscientisation des héritages coloniaux de nos passés, pour une interprétation de la cartographie coloniale de notre ville, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se déplace dans Genève aujourd'hui entouré de symboles d'un passé qu'il faudrait quand même à un moment donné pouvoir relater et partager avec les générations futures. Voilà, toutes ces personnes, en fait, elles étaient euh, entrées dans ce projet en confiance avec le musée. Et ça a vraiment fait partie aussi de nos responsabilités en tant qu'équipe de conception, c'est comment donner à tous nos partenaires euh, voilà, de quoi travailler avec nous, un espace aussi sécurisant et puis une liberté d'action. Voilà, ce n'était pas toujours simple. Je ne vais pas vous dire qu'on a réussi sur tous les plans, loin de là. Il y a beaucoup de leçons qu'on a apprises de ce projet. Euh, la chose importante que je dois vous dire maintenant, parce que je sens que je vais oublier, c'est que dans cette exposition, il y avait enfin, une chose très importante, c'est que nous avons décidé de faire signer tous les textes de l'exposition par leurs auteurs. Donc, il y a beaucoup de mes collègues qui ne sont pas du tout d'accord avec ce système ou qui trouvent qu'il n'est pas très pertinent. Pour nous, dans ce projet-là, c'était vraiment essentiel. Il fallait absolument que nos visiteurs, visiteuses comprennent qui parle et d'où les personnes parlent. Alors, pas forcément réussi parce que, évidemment, pour celles et ceux qui connaissaient les personnes écrivant ces textes, c'était très simple, mais pour les personnes qui ne les connaissaient pas, voilà, il fallait chercher un peu plus loin. N'empêche, lorsque le musée prenait la parole, nous mettions à côté de nos noms le sigle MEG. Et lorsque des partenaires externes à l'exposition prenaient la parole, il y avait leur nom complet, voilà, pas leur biographie, sauf pour certains, comme vous le verrez. Voilà, et donc on a organisé ce projet d'exposition en trois grands espaces que je vais parcourir 1000 fois trop vite, mais c'est pour m'arrêter vraiment sur les mots et les relations qui ont construit ce projet. Il y avait donc une partie qui s'appelait la collection. Vous voyez ici ces différents chapitres, un parcours assez classique, donc un parcours, on va dire, guidé, c'est-à-dire entre des chemins de vitrines. Hein. Donc on passait des vitrines consacrées aux objets convoités à celles consacrées aux objets convoqués, puis aux objets résistants. Et puis, on arrivait à partir de là dans un espace beaucoup plus ouvert qui était le salon, dont je vous parlerai après. Et puis, ce salon ouvrait lui aussi sur un ensemble de capsules qui, elles, étaient finalement consacrées comme des micro-expositions, des univers fermés sur eux-mêmes, à euh, un projet particulier du musée en partenariat au sujet de l'avenir de collection. Voilà, donc c'était vraiment plutôt là un déploiement
de tout le travail qui avait été fait et qui était encore en train de se faire autour de collections qui étaient dites sensibles ou qui avaient un caractère qui posait une question très importante pour leur statut, en fait, leur place dans un musée. Voilà, je continue. Vous avez lu les petits mots que j'ai pu mettre sur cette slide-là. Pour vous donner un exemple de ce qu'on a appelé cette fameuse collection, voilà, des questions sur les murs, des textes signés, donc toujours un aller-retour, et ça c'est vraiment ce qu'on a voulu partout dans l'exposition, quel que soit l'espace, un aller-retour entre le passé, le présent et le futur, c'est-à-dire vraiment toujours avoir des objets contemporains ou des incursions d'artistes aussi contemporains qui venaient questionner les conséquences et les héritages de cette colonialité en fait que porte le musée d'ethnographie dans sa, comment dire, dans ses origines, et puis tout au long de son utilisation de ces collections pour poser des discours. Voilà. Et puis il y avait un parcours transversal dans cette collection qui m'a tenu beaucoup à cœur et qui est maintenant une façon de travailler que je vais perpétuer moi, en tout cas dans mes expositions. C'est ce qu'on a appelé les mémoires d'objets. Et en fait, là, on était, au lieu d'être dans un discours plus généraliste avec des objets comme illustration de ce discours, on a inversé ce processus avec, dans ces vitrines dorées que vous voyez là, un objet central et autour de lui, une question, un texte et d'autres documents, si vous voulez, d'archives. Ça pouvait être d'autres objets ou des registres d'inventaire, des étiquettes, qui montraient à quel point cet objet avait été totalement incompris durant toute sa vie muséale ou exploité avec une identité qui n'était pas la sienne. Voilà, vraiment permettre aux visiteurs, visiteuses avec un seul objet, d'accéder à un tout, c'est-à-dire à des pratiques muséales qui sont questionnables et qu'aujourd'hui, on peut critiquer, évidemment, avec un recul assez grand. Des interventions dans cette collection de personnes qui sont activistes, qui luttent pour les droits humains, pour aussi voilà, les droits autochtones, bien sûr, des artistes comme Kalonji, qui à Genève est un artiste extrêmement important parce que voilà, lui aussi, il est très engagé. Il a conçu cette fresque qui rappelle avec ces personnes en bleu que vous avez derrière et la ville d'aujourd'hui, voilà, son héritage à lui, qui est un héritage Congo, puisqu'il est un artiste euh, d'origine Congo qui vit à Genève et qui est complètement ancré dans le paysage culturel genevois. Des espaces aussi de médiation où les mots étaient très importants, puisque on essayait de permettre avec l'émotion cette fois, c'est-à-dire les interactions avec les publics se sont faites euh, dans cette exposition qui était liée aux héritages coloniaux et voilà, à leurs traces dans Genève et au musée. C'était compliqué d'agir autrement que par le sensible, en fait. Donc, ce que nous avons fait, mais aussi avec les ateliers et les carnets pour les enfants, les adolescents, on a toujours travaillé dans le sens de quel est le ressenti en fait, quel est le ressenti des personnes qui sont confrontées à ces contenus et comment est-ce qu'ils pourraient l'exprimer. Alors ce dispositif, il est archi connu, il y a beaucoup de musiques qui s'en servent. Ce que je dois vous dire comme anecdote, mais qui est finalement très pertinente, c'est que lorsqu'on proposait des fils de couleurs pour que les visiteurs, visiteuses puissent exprimer leur positionnement et leur ressenti par rapport au contenu de l'exposition. Il s'est passé toujours plein de choses, mais ce qui s'est aussi beaucoup passé, c'est que les fils gris qui concernaient le positionnement, je ne me sens pas concerné, ont souvent été volés pour que plus personne ne puisse ne pas être concerné dans l'exposition voilà, par les contenus. Donc ça, c'était vraiment intéressant de voir que souvent les fils n'étaient pas là. Voilà. Après, le musée a fait son travail de musée, c'est-à-dire qu'on a mis en exposition des archives et des objets, mais ce qu'on a essayé de faire, et ça c'est un petit clin d'œil à tous ceux qui les connaissent, ce qu'on a essayé de faire avec nos partenaires, c'est de rester dans notre position de musée en exposant finalement l'histoire muséale des objets sans les objets et de permettre à des partenaires comme Jean et Jean Didier, qui sont des personnes d'origine Kota, de réinvestir en fait les collections du musée et de pouvoir mettre en exposition
les gardiens de reliquaires quota de leur culture comme eux en avaient envie. Voilà. Donc je ne peux pas du tout développer tout ça, mais c'est pour vous montrer quelle position a pris qui dans cette exposition. Et lorsque des partenaires sont venus vraiment augmenter, enfin participer d'une manière curatoriale à l'exposition, leur biographie était placée sur les murs. Donc plus que leur nom, là on avait, vous le voyez sur la slide, une photographie, un portrait de ces personnes avec une explication de leur, voilà, de leur positionnement. Voilà, là je reprends le fil avec Kalonji. On a eu des interventions artistiques, notamment sur Gustave Moignet. Donc là, ça rejoint François et l'histoire, l'État indépendant du Congo. Et évidemment, à Genève, il y a tout un fil historique de répercussions, puisque Gustave Moignet était le cofondateur du Comité international de la Croix-Rouge, mais aussi le consul en Suisse de l'État indépendant du Congo. Donc Genève est très liée à l'entreprise de Léopold II. Voilà. Je continue ma petite promenade, mais je ne peux absolument pas vous parler de tout ça. C'est pour vous montrer un peu comment est-ce qu'on a toujours fait ces allers-retours. À nouveau, la rue du Village Suisse, c'est l'endroit où se trouvait le village noir de l'exposition nationale suisse, hein, donc un zoo humain, qui aujourd'hui ne s'appelle toujours pas la rue du Village Noir, mais s'appelle toujours la rue du Village Suisse. C'est assez étonnant. Voilà. Des parties aussi qui concernaient cette fois-ci les collections résistantes, c'est-à-dire tout ce qui au musée raconte les résistances contre le colonialisme, les guerres qui ont été gagnées ou perdues par l'Éthiopie, des artistes qui se sont mobilisés pour expliquer dans quelle situation se trouvait leur pays sous le joug colonial. Ce sont aussi des témoignages qui existent dans des musées comme le nôtre, qu'il est vraiment important de présenter. Et puis voilà, on arrive vers ce salon et je vais terminer avec ça parce que je n'arriverai pas à vous parler des capsules elles-mêmes. C'est dommage, ça sera pour peut-être une autre fois. Dans ce salon qui a été vraiment un lieu de rencontre, bon, comme tous les espaces de médiation dans les musées sont des lieux où on fait des activités, hein, on n'a pas du tout inventé ça, loin de là. Ce qu'on a quand même voulu faire de particulier dans cet espace, c'est qu'il soit accessible à toutes et tous sans avoir besoin de visiter l'exposition. Donc l'exposition Mémoire Genève dans le monde colonial était gratuite pendant toute sa durée et les personnes pouvaient venir écouter des conférences, des rencontres, des concerts, voire des interventions d'artistes dans cet espace sans avoir besoin de visiter l'exposition et donc de passer devant ces vitrines qui auraient pu les violenter ou voilà, leur paraître pénibles. Donc, c'était vraiment important pour nous et ce salon, il était le lieu aussi où on pouvait évidemment avoir accès à la littérature, à des mots. Donc ça, ce sont les fameuses capsules dont je vous parlais, où l'entrée aussi était libre de sens, on pouvait vraiment choisir où est-ce qu'on avait envie d'entrer. Hop, j'y reviens. Ce salon était le lieu où on pouvait donc accéder à des podcasts, à de la littérature décoloniale, on dira, ou sur l'histoire coloniale suisse. Avoir aussi accès à un mapping de la ville de Genève à travers tous ces monuments et ces noms qui la relient à son histoire coloniale. Et puis, ce salon nous amenait vers un espace, et je termine avec ça, je prends encore 2 minutes, un espace qui s'appelle Passage, qui a été un espace extrêmement important dans l'exposition, puisque sa curatrice, Noémie Michel, qui est une personne extrêmement engagée à Genève dans la vie culturelle féministe noire, qui a choisi comme portrait cette installation. Voilà, qui en dit long sur ses activités. Elle a décidé pour cet espace qu'on lui a laissé vraiment en total. Attendez, pardon, je vais revenir en arrière. Pardon. Qu'on lui a laissé vraiment organiser comme elle le voulait. Elle a décidé de placer là une table avec une écoute d'une pièce sonore en fait qui était les enregistrements des manifestations Black Lives Matter qui ont pu avoir lieu en Suisse romande. Donc, les personnes pouvaient écouter ces enregistrements. Et puis, elle a invité au musée, pendant toute la durée du projet et de l'exposition, des collectifs qui sont venus discuter avec elle, sans nous, hein, donc l'équipe du musée est totalement extérieure à tout ça, des collectifs qui sont venus discuter avec elle des questionnements qu'on pouvait avoir par rapport au racisme systémique, aux injustices sociales qui étaient faites envers les personnes racisées à Genève, en Suisse romande plus généralement, aujourd'hui. Et ce sont devenus, je
vous parlerai de la table après, elle n'est pas dans le bon ordre, mon histoire. Hop, ce sont devenus des grands posters, mais qui se sont accrochés dans cet espace petit à petit. Donc, lorsque les visiteurs sont entrés dans Mémoire la première fois, il y avait juste la première ligne en haut qui était placée. Et ensuite, ces rencontres ont eu lieu et elles ont débouché sur la suite de ces posters qui se sont accrochés au fur et à mesure, avec les cartes postales qui correspondaient, qu'on pouvait emmener ou mettre dans une boîte aux lettres. Ce qui est très intéressant, c'est que cet espace, au début, est resté, donc, vous voyez, un peu clinique comme ça, avec ce papier peint qui ressemblait aux ondes sonores quelque part, mais avec voilà, seulement ces posters et ces mots et ces sons. Et puis petit à petit, les visiteurs ont commencé à écrire sur la table, alors pas sur les murs, tout a été respecté dans comment dire, dans l'environnement de ce passage. Par contre, sur la table, les personnes, et surtout les jeunes évidemment, commençaient à écrire. Et puis, se sont plus jamais arrêtés et c'est devenu un lieu d'expression aussi tout au long de l'exposition. Cette table aujourd'hui, nous l'avons cédée à Noémie, qui continue en fait tous ses projets d'art et aussi de transmission autour du racisme. Et donc, voilà, je ne sais pas ce que devient cette table, mais en tout cas, c'était très bien qu'elle puisse continuer son chemin et qu'elle soit comme voilà, un témoignage aussi pour le musée de tout ce qui a pu être écrit et dit dans cet espace pendant la durée de l'exposition. Voilà, je vais sur la dernière slide et puis je m'arrête là et j'espère qu'on pourra discuter peut-être des capsules plus tard. Tout ce qui était dans l'exposition Mémoire, c'est aujourd'hui un site web qui s'appelle colonialgeneva.ch. Vous avez dessus absolument tous les contenus de l'exposition, tous les textes, tous les objets, toute la photographie, mais aussi toutes les rencontres qui ont été filmées. Et puis, tous nos guides, donc le FALC, le carnet d'observation. Enfin, vous pouvez accéder à tous les contenus de l'exposition. Ça faisait aussi partie du projet de ne pas créer un catalogue figé, mais d'avoir un site web qui permette d'évoluer et de corriger aussi une exposition en ligne au fur et à mesure. Voilà, donc c'est une archive qui est vraiment importante pour nous. Voilà, je m'arrête là. Je pense que comme ça, je vais permettre à mes collègues d'avoir aussi du temps. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Floriane, pour cette présentation qui montre aussi très bien toute la diversité de la manière d'exprimer tous ces mots, que ce soit par de la littérature, par des podcasts. Je trouvais c'est aussi très intéressant les échos entre comment le musée et la rue interagissaient finalement les uns avec les autres et d'où est-ce qu'on parle finalement. Est-ce que c'est à l'intérieur du musée ou à l'extérieur et comment les deux interagissent. On pourra probablement y revenir dans les questions. Je cède à présent la parole à Vonouvaille, qui est conservatrice responsable des collections Océanie au Muséum, que je vais essayer de prononcer correctement, au Muséum Volkerkunde de Leiden et au National Museum van Wereldculturen aux Pays-Bas, qui est également professeur à l'université de Leiden autour d'une chaire sur l'étude de la culture matérielle d'Océanie. Vonou a particulièrement, depuis très longtemps, travaillé sur plusieurs travaux de recherche sur les collections océaniennes à travers leur histoire, mais aussi dans une perspective de leur ancrage dans le présent, avec des communautés océaniennes, que ce soit des diasporas en Europe ou des communautés dans le Pacifique. Et c'est ce sur quoi elle va revenir aujourd'hui, justement, à travers le cadre de l'exposition Time for Papua, qui court actuellement au National Museum van Kalkunde de Leiden. Exposition lors de laquelle il y a eu tout un gros travail avec les communautés papoues des Pays-Bas. Comme vous le voyez, c'est un tour international ce matin dans les propositions. Merci beaucoup pour cette introduction. Je suis vraiment très contente de pouvoir partager un petit peu sur lequel on a travaillé, sur le projet et un peu sur la façon de penser, ce qu'on a voulu dire, ce qu'on a voulu communiquer et surtout comment on a travaillé avec les communautés de la Papouasie occidentale. Mais je vais commencer par vous donner un peu de contexte.
parce que, oh, ça va un peu trop vite. Parce que le musée, en fait, on change tout le temps de nom. Donc, depuis 2023, on s'appelle maintenant Wereldmuseum. Ce qui, en français, se traduit par musée du monde, mais ça fait un peu bizarre en français. Mais en anglais, ça fait World Museum. Donc, il y a beaucoup de musées qui s'appellent comme ça aujourd'hui. Et ça fait un peu référence à ce que Florian disait, comment porter le nom de musée ethnographique. Donc, nous, on a fait le choix de changer de nom. Et parce que ça figurait un peu, ou ça passait mieux dans l'approche que notre musée veut avoir. Donc, on a trois musées fixes, disons, et un musée qui est en développement. Donc, les musées se trouvent à Leiden, à Rotterdam, à Amsterdam et à Nijmegen. Nijmegen, c'est dans l'est du pays et c'est une partie du pays qui est un peu moins peuplée. Mais on voulait, en tant que musée national aussi, avoir un endroit qui est accessible aux gens qui vivent pas nécessairement dans un contexte très urbain, qui est le contexte de Amsterdam, Rotterdam, cet axe-là. Donc, pour les collections océaniennes au musée, on a 75 000 objets océaniens, dont 50 000 sont des objets qui proviennent de la Papouasie occidentale. Donc la Papouasie occidentale, c'est une grande partie de la collection océanienne. Évidemment, la collection la plus importante au musée, c'est la collection indonésienne et ça reflète la colonisation néerlandaise, évidemment. Et c'est ça qui aussi, dans toute cette histoire, avoir une exposition qui s'appelle Tijd voor Papua, Time for Papua. Si je traduis ça en français, je trouve que la Papouasie occidentale, une histoire de temps, ça reflète un peu ce qu'on voulait dire. Mais c'est une exposition, si on parle de sensibilité et de questions sensibles, en fait, dans un contexte néerlandais, avoir une exposition sur la Papouasie occidentale, euh, c'est très sensible comme sujet. D'ailleurs, on a eu des critiques, on s'attendait à ça, mais on a eu des critiques de l'ambassade indonésienne en tant que voilà, ils nous ont dit que voilà que l'histoire qu'on racontait, et c'est l'histoire vraiment aussi vue du point de vue de la Papouasie occidentale, donc des Papous qui vivent en Papouasie occidentale, mais aussi les Papous qui vivent aux Pays-Bas et que l'Indonésie trouvait et trouve encore que voilà qu'on a mis trop l'accent sur la vue des Papous et pas sur l'histoire officielle indonésienne. Donc, pour revenir au titre, la Papouasie occidentale, une histoire de temps, c'est en fait trois mouvements, trois temps qui sont présentés dans l'exposition. Donc, la première chose qu'on voulait atteindre, c'est que les gens, les visiteurs, prennent le temps de connaître la Papouasie occidentale. Parce que, et ça, c'est une histoire qui est assez parallèle, je crois, dans d'autres pays. Mais aux Pays-Bas, la Papouasie occidentale, tout le monde a oublié que ça a été une colonie néerlandaise. Tout le monde sait que la Suriname, c'était une colonie néerlandaise, les Caraïbes, certaines îles des Caraïbes, et évidemment l'Indonésie. Mais la partie Nouvelle-Guinée, tout le monde l'a oublié. Certainement les jeunes ou les gens, même, c'est même pas des jeunes, les gens qui ont moins de 60 ans, souvent, ils ont oublié. Donc, ils sont vraiment très surpris que le musée ait des collections importantes qui viennent de la Papouasie occidentale. Donc, on voulait inviter les visiteurs à prendre le temps.
Aussi, on a mis l'accent sur le temps colonial, que les gens aussi prennent une sorte de responsabilité, parce que avoir été un pays colonial qui a colonisé la Papouasie occidentale, c'est pas juste une histoire une histoire de l'histoire, se connaître l'histoire, mais ça engendre aussi une certaine responsabilité. Et puis, on a mis l'accent aussi sur la conceptualisation du temps en Papouasie, où le temps n'est pas nécessairement un temps linéaire, mais peut être cyclique, peut avoir toutes sortes de formes où le temps, où le passé, le présent et le futur peuvent coexister. Juste pour vous montrer un peu voilà, l'exposition, mais je vais surtout parler de comment on a travaillé avec les communautés, différentes communautés. Mais on avait 4 thèmes, on a 4 thèmes, parce que l'exposition est encore là. Donc, on a parlé du temps en tant que des millénaires d'art et d'artisanat, puis le temps en fusion, où, où spécifiquement on parle de cet aspect du passé, du présent et du futur qui peuvent coexister, des ancêtres, l'importance des ancêtres et la relation qu'on construit avec les ancêtres. Puis on a les frontières et l'identité à travers les âges, où on parle tout spécifiquement de la colonisation, mais aussi de comment les gens construisent une identité en tant que personne genrée, en tant que artiste. Donc c'est l'accent est mis sur cet aspect-là. Et puis les modes de vie en mutation, où là on parle vraiment de la situation actuelle et comment ça s'est construit. Donc et les grands changements qui ont eu lieu en Papouasie occidentale, évidemment l'arrivée de l'islam, mais maintenant aussi certainement de la chrétienté, et aussi l'arrivée des mines et des palmiers à huile. Donc, comment ça bouleverse aussi comment les gens comprennent le temps d'une manière différente. Parce qu'avec la chrétienté, évidemment, il y a une sorte de rythme qui se met en place le dimanche où on se repose. Donc, c'est tout un autre rythme. Mais aussi pour les palmiers à huile, par exemple, où le lien avec les ancêtres devient difficile parce que les ancêtres vivent dans la forêt. Et si la forêt disparaît, comment est-ce qu'on fait un lien et comment est-ce qu'on construit un futur? Donc, la manière dont on a conceptualisé un peu la question de la décolonisation, c'est de raconter d'autres histoires qui n'ont jamais vraiment été racontées ou pas vraiment de cette manière-là. Donc, on a mis les artistes et artisans féminins à l'honneur. Tout au long de l'exposition, il y a des accents où il y a vraiment les artistes féminins qui sont mis à l'honneur. Et aussi pour raconter cette autre histoire, parce que d'habitude, quand on parle de la Papouasie occidentale, on parle de sculpture, et donc surtout des artistes masculins. Et par exemple, spécifiquement, on a aussi essayé de nommer les artistes qu'on connaissait. Ça, c'est une collection assez récente qui a été faite en pays ASMAT. Donc voilà, on essaie de parler de ça. On a aussi essayé de mettre en avant, par exemple, il y a les maisons des hommes, presque tout le monde connaît ça, mais il y avait aussi des maisons des femmes. Et donc, comment l'initiation des femmes se faisait et se fait encore, et comment les femmes aujourd'hui veulent avoir cet aspect-là. Souvent, cet aspect-là a disparu, mais comment les femmes se battent pour réinstituer en fait cette initiation féminine.
Je passe assez vite parce que je crois que j'ai pas beaucoup de temps, mais et aussi donc comment les femmes ont toujours joué un rôle important aussi dans l'initiation des hommes. Par exemple, ici on voit des femmes asthmates et quand on voit les parures, on dirait des hommes parce que c'est vraiment des parures masculines, mais en fait ces femmes jouent un rôle très très important, primordial dans l'inauguration des maisons des hommes en pays asthmate. Et aussi, on discute un peu des changements qui se sont mis en place parce qu'aujourd'hui, les femmes jouent un rôle beaucoup moins important à cause de la chrétienté, mais aussi à cause des mouvements du gouvernement indonésien. Les partenariats qu'on a eus et qui sont encore en place, c'est en amont de l'exposition, on a commencé à organiser des visites des réserves avec la communauté papou des Pays-Bas. Donc, ce sont des gens qui descendent de personnes papous et qui la plupart des gens sont venus dans les années 60, donc en 62 en fait, parce qu'ils pouvaient plus rester en Papouasie occidentale, parce qu'ils avaient c'était des gens qui étaient actifs dans le milieu politique. Et donc, quand l'Indonésie a repris la Papouasie occidentale, parce que c'était encore une colonie, après l'indépendance de l'Indonésie, c'était resté une colonie néerlandaise. Et donc, les gens qui pouvaient plus rester sont venus en tant que réfugiés politiques, en fait, sont venus aux Pays-Bas et c'est ces gens-là et leurs descendants qui vivent maintenant aux Pays-Bas, qui sont des Néerlandais, mais qui ont des ancêtres papous. Et pour eux, c'était vraiment une découverte parce que souvent, ils ont dû casser les liens avec la Papouasie occidentale pour des raisons politiques. Et les visites aux réserves, c'était une manière de reconstruire ce lien avec leur histoire, leur famille, leur culture. Il faut savoir qu'en Papouasie occidentale, il y a plus de 300 langues différentes qui sont parlées. Donc, c'est un lieu très, très diversifié en ce qui concerne les cultures, mais les langues, les pratiques, les histoires de famille. Et donc, mais les visites aux réserves, c'était vraiment un moyen de refaire le lien. Et donc ici, on voit juste quelques photos. C'était les réserves ici, c'est les photos des réserves à Rotterdam. Parce que voilà, on a plusieurs réserves, parce qu'on a plusieurs musées. Et donc, on voit les conversations qui se font autour des objets, on voit vraiment l'intérêt que les gens apportent à voir ces objets qu'ils n'ont jamais vus souvent, mais qui connaissent des histoires que leurs grands-parents, par exemple, racontaient. Et certaines de ces personnes sont aussi aujourd'hui encore très actifs politiquement. Donc, par exemple, Raki Ap, c'est un militant pour le climat, mais aussi pour la campagne de la Free West Papua, donc d'une Papouasie occidentale indépendante. Donc, on a aussi travaillé avec lui, avec tous les gens qui voulaient travailler avec nous. Et certaines de ces choses sont assez subtiles, mais se sont quand même traduites dans l'exposition. Par exemple, il voulait une exposition qui soit assez organique, donc où il n'y ait pas de parois droite, parce que il disait que voilà, ça correspondait pas à l'idée, à la Papouasie occidentale où tout est en mouvement, où tout est organique en fait. Aussi l'aspect de la forêt tropicale. Donc et donc en fait, les gens ne se rendent presque pas compte en fait, mais ça a vraiment influencé l'aspect, la muséologie de l'exposition. Donc, parce qu'on a des rideaux à 3 endroits différents et qui donnent cet aspect un peu plus fluide à l'exposition.
On a aussi travaillé avec les gens qui vivent en Papouasie occidentale et qui font des films. Il s'appelle, c'est un collectif et il s'appelle Papuan Voices et ils ont produit 5 films pour nous qu'on peut voir dans l'expo. Et ils ont vraiment ils ont travaillé comme ils voulaient. La seule chose qu'on a demandé, c'est que le film ne soit pas, n'excède pas les 15 minutes et qui parle du concept de temps. Mais là, à partir de ça, ils ont vraiment développé des films très, très différents dans différents endroits de la Papouasie occidentale. Et ici, on voit un peu la salle de cinéma où on montre donc les films en boucle avec des sous-titres et c'est vraiment des films très très différents où ils parlent de rites funéraires, de l'agriculture, de chants qui se transmettent de génération en génération. Donc ils ont vraiment choisi le thème et la manière dont ils voulaient le faire. Euh, Avec la communauté de la diaspora, on a aussi développé une chronologie où ils ont choisi de mettre en avant une histoire globale, une histoire régionale, mais aussi une histoire locale. Donc où les gens papous racontent leur histoire et surtout certainement l'histoire où ils ont la façon dont ils ont joué un rôle important dans le développement d'une conscience politique et culturelle aussi. Et il y a aussi un audio guide où là, c'est la diaspora qui prend la parole et qui raconte ce que ça veut dire pour eux, ce que ça signifie d'être une personne d'origine papoue aux Pays-Bas, mais aussi comment ils ont reçu, appréhendé les visites des réserves. Et puis aussi, on a travaillé avec des artistes contemporains. Il y a l'artiste Diki Takendare qui a développé une sculpture de Arnold App. Arnold App, c'est une figure très, très importante dans l'histoire de la Papouasie occidentale récente. C'était un anthropologue. Il travaillait au musée de Jayapura, mais c'était aussi un musicien. Et il a réuni les Papous en faisant de la musique, en récoltant la musique de différents endroits et en chantant avec son groupe ces musiques-là. C'était quelque chose qui était vu comme problématique par la, euh, par l'Indonésie, par le gouvernement indonésien. Et donc, il a été emprisonné plusieurs fois. Mais la dernière fois, il a été tué en 1984. Et donc, Dekita Kendare a travaillé avec la famille, a fait avec la femme, la veuve de Arnold App, et qui vivent tous aux Pays-Bas parce qu'ils ont reçu l'asile politique. Et donc, il a fait une figure qui est très, très grande, 2 mètres et demi, pour vraiment accentuer cet aspect de grande figure pour la Papouasie occidentale. Et lors de l'inauguration, les petits-enfants ont préparé un bracelet et ça en fait fait la finition de cette œuvre d'art. Et sur la photo, on voit 3 personnages assez importants. Donc au milieu, c'est la femme de la veuve de Arnold App, Corrie App, Burki Opper, et puis la femme de l'artiste, Diki Takendare, sur la droite, et une autre personne qui est une activiste, en fait, qui vit en Papouasie occidentale, qui était venue pour l'inauguration de l'expo, Rode Wanimbo, qui vient des Highlands, en fait, de la Papouasie occidentale. Et puis aussi, on a travaillé avec un collectif
contemporains, d'artistes contemporains, qui ne veulent pas dévoiler leur nom individuel parce que c'est trop dangereux pour eux. Mais ils ont produit une œuvre qui était déjà, on a eu de la chance. C'est une longue histoire, mais voilà, voilà, on a réussi à avoir ces œuvres dans l'exposition et ça s'appelle Hidden Faces of Papua. Et donc, il démontre un peu les problèmes. La problématique de la Papouasie occidentale, donc il parle de la transmigration donc, et ça veut dire, la transmigration, ça veut dire que les gens, surtout de Java et de Sumatra, ont été déplacés et vivent maintenant en Papouasie occidentale. Et du coup, les Papous forment une minorité dans leur propre pays. Il parle aussi des mines, des palmiers, du système d'éducation indonésien qui n'autorise pas les langues locales, vernaculaires à être parlées. Donc voilà, c'est assez politique leurs œuvres. Et donc du coup, ils veulent pas être mentionnés avec les noms individuels des artistes, mais le nom du collectif qui s'appelle Udeido. Ils ont travaillé avec un artiste néerlandais, Kevin van Braak. Donc voilà, c'était ce que je voulais voilà, aborder. Je me réjouis à entendre les questions et la discussion. Merci beaucoup, Ono, pour ta présentation qui fait écho à à toutes celles qu'on a déjà entendues depuis ce matin sur les problématiques aussi étatiques qui gouvernent toutes ces questions et qui les entravent d'une certaine manière et avec lesquelles on doit négocier, qui revient à chaque présentation. Last but not least, je cède maintenant la parole à Julien Faure-Connorton, qui est chargé de recherche et de valorisation scientifique au musée Albert Kahn à Boulogne-Billancourt, qui est un musée qui conserve les archives de la planète, un ensemble de plaques photographiques qui ont été réunies à travers le monde sur commande et à la demande d'Albert Kahn. Et Julien reviendra en particulier sur un fonds qui est celui du Père au pied, qui est un ensemble photographique et d'objets réunis dans le Dahomey colonial, qui est aujourd'hui la République du Bénin, en 1930, et de tout le travail qui a été mené autour de l'exposition Bénin Aller-Retour, regard sur le Dahomey de 1930, du catalogue qui est associé et de tout le travail qui a été mené avec le comité curatorial et le comité scientifique franco-béninois, qui réunit tout un ensemble de différents types de savoirs et d'engagement autour de ces collections. Merci beaucoup. Je vais partager mes images. Hop. Voilà. Voilà. Je pense que ça doit être bon. Vous avez ça. Très bien. Bien, écoutez, je vais vous présenter effectivement. Merci déjà beaucoup pour l'invitation. Je vais vous présenter un petit peu rapidement, parce que je crois on est déjà un peu en retard. Donc, je vais essayer d'être succinct pour ensuite qu'on ait un temps d'échange et puis je pourrai compléter, répondre à des questions par la suite. Je vais donc vous parler effectivement d'une exposition qui est encore en cours au musée Albert Kahn pour un mois environ, qui s'intitule Bénin aller-retour, regard sur le Dahomey de 1930. Et je vais vous donner quelques éléments autour de cette exposition et autour de la question justement des mots pour dire les choses. J'ai essayé d'axer par rapport à cela. Déjà, vous dire que le titre a été choisi par rapport à cette question-là, parce que c'est un titre un peu à tiroir avec cette notion d'aller-retour qui est à la fois l'aller-retour des protagonistes qui ont obtenu les images, puisqu'il s'agit peut-être commencer par là, dire qu'il s'agit d'une exposition qui porte sur donc un fond de photographie et de film réalisé en 1930 au Dahomey, donc l'actuel Bénin.
Et donc, c'est un aller-retour à la fois parce qu'il y a eu ce voyage de deux protagonistes entre la France et le Dahomey, un aller-retour parce que nous sommes nous-mêmes allés au Bénin pour mener des missions de terrain, je vais y revenir, et puis c'est un aller-retour entre 1930 et aujourd'hui, puisque l'objet de l'exposition, c'est de présenter ces images qui ont pratiquement un siècle avec un regard d'aujourd'hui. Donc voilà, en quelques mots, déjà certains des enjeux de l'exposition. Je reviens en arrière à travers deux éléments pour évoquer très rapidement comment l'exposition a été conçue. Ça n'est pas exhaustif, mais c'est les deux éléments, je pense, les plus importants pour ce qui nous concerne aujourd'hui. D'abord, donc c'est une exposition pour laquelle nous sommes deux commissaires internes au musée Albert Kahn, donc moi-même et mon collègue David Sean Thomas. Et c'est une exposition qui a été conçue avec la collaboration et l'aide d'un comité scientifique franco-béninois qui impliquait les personnes que vous voyez à l'écran, qui avaient toutes été choisies et à qui on avait proposé de participer à ce comité scientifique en raison justement de leurs connaissances particulières sur différents points essentiels pour notre projet. Donc un projet à deux commissaires, mais avec un travail collectif derrière, à la fois donc, pour l'exposition, mais aussi pour le catalogue, je pourrais en reparler très rapidement. Et donc, voilà, cet échange qui a été permanent avec nos collègues béninois pour justement aller vers un résultat qui soit le plus fidèle possible aux attentes de la communauté béninoise, notamment des chercheurs qui nous ont beaucoup accompagnés et aidés. L'autre élément essentiel à ce projet, ça a été les deux missions de terrain qu'on a pu réaliser au Bénin en 2023 et 2024 grâce à un financement du ministère des Affaires étrangères et qui nous a permis, donc qui était dans le cadre d'un projet qu'on avait intitulé Mémoire du Bénin, transmission et réappropriation d'un patrimoine culturel partagé, puisque l'objet de ces missions de terrain était de retourner dans les lieux où avaient été réalisées les photographies et les films et de rencontrer un certain nombre de spécialistes, mais des spécialistes en fait de tous les domaines, c'est-à-dire aussi bien des universitaires, des conservateurs, des historiens, mais également des chefs de culte vaudou, des membres des familles royales, des descendants des personnes filmées et photographiées également. Donc voilà, donc tout un tas de profils différents qui permettaient de couvrir les différents aspects des images que nous conservons au musée. Et l'intégralité des échanges que nous avons pu avoir a été filmée par l'association Mewionto, qui est une association béninoise qui œuvre à la sauvegarde du patrimoine culturel du pays, et par la réalisation en fait de documentaires pour la télé béninoise. Et donc ils nous ont accompagnés, ils nous ont énormément justement aidés dans l'identification des bonnes personnes à rencontrer, à interviewer, etc. Et donc ils ont filmé l'intégralité des échanges, à la fois parce que ça crée un matériau documentaire d'archives pour le musée qui venait documenter notre fonds, mais aussi parce que eux-mêmes, ça leur faisait de la matière pour de futures émissions de leur émissions culturelles. Donc voilà pour les deux éléments qui ont vraiment nourri le projet d'exposition. L'exposition elle-même, je m'arrêterai simplement sur quelques éléments. D'abord, je vous montre ici une vue de l'ouverture, enfin de l'entrée dans l'exposition qu'on a pensé, qu'on voulait assez monumentale, immersive et un peu spectaculaire avec des éléments vraiment en grand format parce qu'on voulait être en fait à l'échelle des personnes dont on allait parler dans l'exposition et donc avoir aussi un regard à hauteur de ces personnes-là, puisque
comme vous l'avez vu par le titre, la question du regard est essentielle dans ce projet, des regards en fait, surtout. Et cet espace d'introduction, en fait, il permet de mettre l'accent sur la façon dont nous avons pensé le projet, à savoir que c'est une exposition qui est centrée sur les images de notre fond, donc les photographies couleurs, dont vous voyez un agrandissement, une image agrandie à gauche, les films que vous voyez au centre, et en fait, des regards contemporains, d'artistes contemporains, qui vont jalonner l'ensemble du parcours et qui sont des éléments en réaction à ces images, soit conçus antérieurement à l'exposition, mais qu'on a choisi pour leur lien très fort avec nos images, soit des œuvres de commande qui ont été réalisées pour l'exposition. Vous en voyez deux ici. Vous voyez à droite une grande toile de Roméo Mivekanin, qui est un artiste béninois et qui était une image extrêmement intéressante parce elle était en dialogue parfait avec les deux images de notre fond que vous voyez autour. Et puis dans le fond, par l'ouverture vers la première salle, vous voyez une œuvre d'Ishola Akpo, qui est un autre artiste béninois, et que là, c'est un ensemble de 3 œuvres que nous avons mis en relation avec des documents d'archives coloniales, puisque c'est un artiste qui réutilise des éléments d'archives coloniales dans cette série d'œuvres en tout cas. Donc, une exposition, comme je le disais, qui parle d'images qui datent de 1930, mais qu'on regarde avec un regard d'aujourd'hui et avec un regard critique qui n'est pas seulement celui des commissaires, mais qui est aussi celui d'un certain nombre d'artistes qui vont apporter leur point de vue sur toute cette période. Je m'arrête simplement, toujours pour rester sur la question des mots, du vocabulaire et donc de l'écrit, sur le fait que finalement, en réfléchissant, en préparant cette matinée, je me suis rendu compte que dans les textes de salle, on avait justement aussi scandé le parcours par rapport à des éléments de terminologie, puisque notre partie centrale, qui est la plus vaste, qu'on a intitulée avec mon collègue un portrait du Dahomey, puisque l'idée c'est de montrer comment le Dahomey a été représenté par cette mission de 1930. Et c'est une partie qui est divisée en 3 points qui sont colonisation et évangélisation. On commence par là puisqu'on est en pleine période coloniale et que c'est une mission qui est voulue par un prêtre catholique, un père missionnaire qui était fasciné par le Dahomey et qui voulait œuvrer à la valorisation de ce pays par donc un certain nombre d'actions, dont cette mission de 1930. Et puis cette partie, un portrait du Dahomey, se poursuit par un point sur le pouvoir et la royauté et un point sur le vaudou. Et justement, cette question je me suis arrêté sur cette question du vaudou pour ce matin, puisque c'est là où on a fait notamment, enfin il n'y a pas que là, mais c'est un des points sur lesquels on a beaucoup travaillé sur la question des mots, du vocabulaire. Donc, et je voulais m'arrêter sur le terme même de vaudou. Alors je ne sais pas si c'est assez grand ici pour que vous voyez, mais vaudou, donc que nous écrivons V-O-D-U-N. Et justement, encore récemment, un visiteur m'interrogeait sur cette orthographe qui n'est pas forcément très connue en France, où on écrit plutôt, enfin les gens pensent plutôt vaudou, V-A-U-D-O-U, et qui est justement déjà un point de terminologie important, puisque les Béninois utilisent cette graphie pour justement démarquer le vaudou béninois du vaudou haïtien, qui lui s'écrit plutôt V-A-U-D-O-U, et qui présente de grandes différences avec le vaudou du Bénin et des pays autour. Donc voilà, donc déjà ça c'est un point de terminologie. Et puis pour rester sur la même partie, je vous montre en fait ce panneau donc d'autochrome, hein. Nos photographies sont des photographies en couleur naturelle, hein, ce pas des images colorisées. Et donc je m'arrête sur ce panneau parce que c'est un très bon exemple du travail qu'on a mené en termes de vocabulaire, d'écriture, réécriture donc des cartels et donc des légendes de ces images. Ici, par exemple, le portrait que vous avez à droite, c'est donc vous avez son cartel ici. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais donc c'est le cartel à droite en haut. Et donc, c'est un portrait donc d'un vaudounon, c'est-à-dire un chef de culte,
dont on a retrouvé le nom grâce aux missions de terrain qu'on a menées en 2023-2024, donc qu'on a pu identifier sur le cartel. Et vous voyez qu'on a aussi intégré dans les cartels, celui-ci, mais les autres que vous voyez autour, des termes, en fait, les traductions en fon ou en goun, donc en langue locale, des terminologies propres à la culture béninoise. Par ailleurs, cette question donc de cette manière de présenter ces personnes, vaudou non ici et à gauche, les figures, les petites images qui sont à gauche, ce sont des vaudoussis, donc des initiés vaudou, au vaudou. Et donc, cette terminologie, en fait, elle est nouvelle puisque jusqu'à présent, ces images étaient encore légendées féticheurs et féticheuses. Effectivement, ce sont des terminologies qui étaient celles de 1930, qui ont perduré en fait très longtemps et qui aujourd'hui ne sont plus souhaitées et non plus acceptées par les spécialistes au Bénin et dont les experts souhaitent se détacher, même s'il y a encore des personnes au Bénin qui vont parler du féticheur voilà, c'est des mots qui restent utilisés, mais dont les spécialistes aujourd'hui souhaitent se démarquer, puisqu'évidemment, ce sont des termes qui sont porteurs d'une dimension péjorative très forte. Donc, nous avons réécrit les légendes pour parler donc de vaudou-ci, de vaudou-non, sachant que ces termes-là sont expliqués dans le texte de Salles Vaudou que vous avez vu juste avant. Je poursuis rapidement. Voilà, je voulais dire aussi qu'on avait travaillé sur les cartels des objets également, même si ça n'est pas notre cœur de collection, mais justement, on s'est appuyé sur notre comité scientifique, notamment sur Gaël Beaujean, qui connaît parfaitement ces objets-là. Moi, j'ai souhaité aussi qu'on expose certains objets, puisque les objets qu'on a empruntés proviennent principalement du musée du Quai Branly, mais aussi on a 3 objets du Muséum de Toulouse que je souhaitais qu'on présente parce que le Muséum de Toulouse a fait tout un travail autour de sa collection d'objets béninois et a fait un travail passionnant avec justement les communautés pour savoir ce qu'étaient les objets qu'ils conservaient, comment on devait les nommer, comment on pouvait les présenter. Et donc, je prends l'exemple ici de l'objet que vous avez qui est posé au sol, pas l'arcade qui est au mur. Et qui est un saucy bâton de commandement. Et ça, par exemple, c'est très intéressant puisque c'est un objet qui, jusqu'aux travaux menés par le Muséum de Toulouse, était décrit comme un chasse-mouche. Et ça, c'est très intéressant, cette façon dont des objets qui sont des objets cultuels avec une forte valeur symbolique étaient décrits comme des objets usuels tout à fait sans valeur réelle. Et donc ça, voilà, c'est des choses sur lesquelles on a travaillé. En essayant d'être le plus précis possible et le plus actuel possible dans la façon de nommer les choses. Et donc là, en l'occurrence, les objets. Et je poursuis juste avec ça, mais je ne vais pas m'y arrêter, pour dire qu'on a aussi travaillé sur... on s'est interrogé bien sûr sur les questions de provenance et on a indiqué les provenances des objets exposés qu'on avait préalablement choisis pour s'orienter vers des objets dont les provenances n'étaient pas problématiques. Je termine sur le catalogue parce que donc l'exposition s'accompagne d'un catalogue sur lequel il y a eu aussi tout un travail lié à la question des mots, du vocabulaire et de la façon de dire les choses. D'abord, là je vous montre la page à droite, vous avez un avertissement dans lequel on donnait un certain nombre d'informations aux lecteurs, notamment le fait que les légendes ont été actualisées, révisées, mais les légendes d'époque sont données dans le cahier, la liste d'œuvres en fin de catalogue, donc on n'a pas bien sûr effacé le vocabulaire d'époque et les légendes d'époque, mais on a souhaité s'en démarquer en les réécrivant comme je le voulais indiquer, puisque le travail a été évidemment similaire entre l'exposition et son catalogue. Nous avons dans le catalogue fait le choix de mettre les termes propres à la culture béninoise directement en Fongbe ou en Gungbe dans les textes, avec renvoi vers un glossaire pour la traduction française. Nous n'avons pas fait ça dans l'exposition parce qu'on ne pouvait pas avoir le glossaire dans l'exposition. C'est pour ça que dans l'exposition, on a inversé, on a mis le terme francisé et le terme en fond ou en goun entre parenthèses. Mais dans le catalogue, on a souhaité faire l'inverse, c'est-à-dire que les termes sont directement dans la langue d'origine, dans le texte. Je vais vous montrer un exemple dans un instant.
Juste pour dire aussi que dans cet avertissement, c'est une chose qu'on a ajoutée à la fin, parce qu'on souhaitait pour toutes les personnes citées donner les dates de naissance et de mort, et on s'est rendu compte qu'il était évidemment beaucoup plus difficile d'obtenir les dates de naissance et de mort des personnalités béninoises, dans certains cas, enfin dans bien des cas, et donc on a précisé en fait qu'on avait donné les dates de naissance et de mort lorsqu'elles avaient pu être trouvées, puisqu'on ne voulait pas qu'on pense qu'on avait donné les dates de naissance et de mort des Français, mais pas des Béninois, parce que c'est l'impression que ça pouvait donner dans la mesure où il y a malheureusement, même pour des personnalités un peu importantes, on n'a pas réussi à obtenir les dates de naissance et de décès. Ici, je vous montre simplement cette double page de glossaire qui est à la fin du catalogue et qui permet au lecteur d'avoir la traduction, mais aussi une définition du terme en question. Et je termine ici avec un exemple de page, de double page, où l'on voit pas mal de termes qui sont en fond, donc ils sont en italique avec une étoile qui renvoie au glossaire. Et les légendes aussi qui ont été, comme je le disais, réécrites et qui permettent donc d'avoir accès, enfin de donner les éléments essentiels et de renvoyer au glossaire pour plus de précision. Et un dernier mot sur le catalogue pour dire que c'est un catalogue qui s'accompagne d'une extension numérique qui permet aussi d'accéder à tous les contenus audiovisuels de l'exposition à partir du catalogue et donc notamment de visionner les films pendant qu'on lit les articles du catalogue. Ce qui était un souhait, bien sûr, parce que c'est une exposition qui est centrée principalement sur des objets films, d'une part, et d'autre part parce que c'était un moyen de rendre en partie l'exposition accessible à des personnes au Bénin qui n'auraient pas pu venir voir l'exposition. Voilà. Et dernier élément, le catalogue, je ne vous ai pas montré le sommaire, mais il a été écrit par tout un tas écrit par tout un tas d'auteurs, notamment un certain nombre d'auteurs béninois qu'on a choisis justement en fonction de leur domaine de spécialité pour écrire sur certains des sujets qui étaient importants pour l'exposition. Voilà, je m'en arrête là, je vous remercie. Merci beaucoup, Julien, et à nouveau un tout grand merci à vous quatre pour ces présentations très riches et qui ouvrent un florilège de questions et de réflexions. Euh, je cède peut-être cette fois-ci la parole à Benoît et à Pauline pour la modération des questions dans le chat, etc. Merci Marion, merci à tous. Effectivement, je pense qu'on va laisser le plus de temps qui nous reste. Je crois qu'on a on a déjà débordé pour les questions et les remarques. Merci à vous tous. Une synthèse serait de toute façon illusoire, mais toutes vos représentations ont permis de mettre en lumière les axes de l'importance des mots, de qui parle, d'où on parle, de la manière des expérimentations et du coup aussi des enjeux différents qu'il peut avoir et des mots, de la naissance de ces mots aussi dans la marque sensible. Peut-être déjà des questions, Pauline, qui viennent du chat ou si quelqu'un parmi les participants veulent poser des questions. Alors, nous n'avons pas de questions dans le chat, mais si jamais vous voulez réagir, n'hésitez pas à écrire ou à lever la main pour qu'on puisse vous donner la parole. Oui, Florent. Oui. Oui, bonjour, moi je veux bien effectivement poser une question. Merci à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc moi je dirige le musée de la coutellerie, mais j'ai travaillé à Thiers, dans le Puy-de-Dôme, mais j'ai travaillé pendant longtemps au MUSEM à Marseille et j'ai mené notamment une expo collaborative sur l'histoire politique du VIH/SIDA. Donc ce que vous avez pu nous dire ce matin résonnait pas mal avec l'expérience que j'ai pu avoir. Et du coup, j'ai deux questions un peu là qui me viennent. Tout le travail que vous avez décrit, on sait que quand il est mené en collaboration avec des communautés ou des personnes issues de la communauté qui ne sont pas forcément des collègues qui viennent des musées, tout ça, c'est un travail très chronophage, très long. Et qui se heurte parfois aussi un peu au fonctionnement habituel des musées. Par exemple, moi, sur l'exposition sur le sida, en fait, la grosse question qui s'est posée, c'est notamment la rémunération des personnes avec qui on a pu travailler.
qui étaient des personnes minorisées socialement, racisées parfois, et qui venaient sur leur temps libre en plus et qui apportaient du travail. Et en fait, on n'a pas pu les rémunérer pour des questions un peu juridiques, c'est-à-dire c'était pas possible de faire 50 contrats là où normalement on fait un contrat pour un commissaire, un collaborateur, un commissaire associé. Donc, est-ce que vous avez été confronté à ces difficultés là? Est-ce que vous avez pu adapter, je dirais, le fonctionnement du musée à vos projets? Ça, c'était la première question. Et puis, je sais que nous aussi, on a été dans le cadre du projet sur l'exposition sur le VIH-Sida, on s'est heurté à des questions, à des critiques liées à ce que vous avez rappelé, Benoît, au début des échanges, c'est-à-dire qui parle pour qui, et puis ce que François Makanga aussi évoque, c'est-à-dire la question de la propriété un petit peu aussi de ce patrimoine ou de ce discours-là, qui sont aussi des débats qui dans l'anthropologie existent depuis longtemps. Et nous, on a été un peu parfois heurtés à des questions de savoir si, enfin comment je pourrais qualifier ça, on nous disait que c'était un peu trop communautaire, quoi. C'est-à-dire que finalement, la dérive de donner la parole à la communauté, c'était le communautarisme et le renfermement vers des savoirs qui n'étaient pas universalistes, quoi, si je peux dire. Donc, est-ce que, voilà, ça m'intéresserait aussi de savoir si parmi vous, vous avez été confronté aussi à ces questions-là, ou est-ce que c'est déjà dépassé et tant mieux. Voilà, donc ça fait deux grosses questions peut-être, mais je vous remercie encore. Julien, donc vous vouliez répondre peut-être? Oui, je peux répondre à la première question. Effectivement, c'est très juste. C'est toujours assez compliqué à mettre en œuvre d'un point de vue administratif les questions de rémunération des personnes que l'on rencontre, que l'on interviewe. Alors, comme je l'ai dit très rapidement, nous, pour les missions de terrain qu'on a réalisées, on a pu obtenir un cofinancement du ministère des Affaires étrangères qui nous a permis de concevoir un budget pour les différentes actions qu'on voulait mener, notamment les missions de terrain et tout ce qu'elles couvraient. Mais ce que l'on a fait pour des questions justement de difficultés administratives qui auraient exactement ce que vous disiez, on n'aurait pas pu faire des dizaines de contrats et en plus on ne savait pas forcément à l'avance quelle personne exactement on allait rencontrer une fois sur place. Mais en fait, on a prévu dans le budget une somme qui a été versée à l'association qui nous accompagnait et qui du coup a rémunéré chaque personne qu'on a interviewée. Mais du coup, c'est directement l'association qui les payait directement aussi parce qu'il y avait des questions en fonction du statut des personnes, c'était pas forcément exactement les mêmes rémunérations et il y avait aussi des questions de cadeaux protocolaires, etc. et sur lesquels il fallait pas faire d'impair. Et donc, on s'était appuyé sur l'association Mewianto qui, du coup, elle, connaissant parfaitement le terrain et ayant, dans certains cas, déjà interviewé les personnes que l'on rencontrait, connaissait exactement ce qui pouvait être fait. Mais on a procédé comme cela parce que, d'un point de vue, en effet, nous, administratifs, de par les règles qui s'appliquent dans nos institutions, il n'aurait pas du tout été possible de rémunérer ces personnes autrement. Voilà, donc on a pu procéder comme ça grâce à l'association qui, elle, du coup, enfin, on a inclus ça dans leur rémunération à eux en plus, et ils nous ont facturé, eux, donc c'était un seul prestataire et ça rendait les choses possibles. Floriane, on vous laisse compléter. Oui, moi, je voulais compléter sur les deux questions rapidement pour vous dire que voilà, nous, avec ce projet-là, pour pouvoir rémunérer les partenaires et en fait tous les rémunérer, même s'ils ont été rémunérés d'une manière qui n'était pas, on va dire, égalitaire. Franchement, on s'en est rendu compte au fur et à mesure parce que tout d'un coup, travaillant avec l'un puis avec l'autre, les besoins changeant, on s'est rendu compte que finalement, dans la globalité, on n'avait pas une politique de rémunération qui était bien construite et symétrique. Donc ça, c'était problématique. Mais ce qu'on a dû faire pour pouvoir engager cette exposition très participative, c'est aussi ne pas utiliser le budget d'un catalogue papier pour avoir ce fonds en plus de rémunération. Donc, si vous voulez, moi, voilà, c'est une décision qu'on a prise en se disant l'édition de ce livre, elle n'aura pas lieu parce que ça nous permettra
de rémunérer beaucoup plus de personnes et de pouvoir donc leur proposer cette collaboration. Même si voilà, l'exposition elle-même prenait évidemment en charge les co-curateurs, curatrices de l'exposition. Ça, c'est une première chose. Et c'est aussi parce que, attention, le site web qu'on a créé, c'est fait in-house, artisanalement en interne, et pas du tout avec une entreprise qui nous aurait coûté plus cher que le catalogue, en fait. Donc c'était vraiment du bricolage pour récupérer ça. Par contre, ce que je peux vous dire et qui reste extrêmement problématique, alors est-ce que c'est inhérent à la ville de Genève, je ne sais pas, c'est que lorsque nous travaillons avec des partenaires qui sont localisés hors d'Europe, donc par exemple tous les partenaires qui travaillaient avec nous depuis le Canada ou en Afrique, alors là, le traitement des paiements internationaux prenait 3 siècles parce qu'il y avait toujours un problème dans la chaîne incompréhensible des banques qui sous-traitaient à d'autres banques pour que les virements se fassent. Et on a eu des problèmes, enfin, on a des problèmes très régulièrement, ce qui fait qu'en fait, on s'est souvent retrouvé avec des partenaires qui devaient d'abord avancer leurs frais, par exemple de voyage quand ils venaient vers nous, et qui étaient remboursés sur des durées qui étaient inacceptables. Donc voilà, il y a un problème là aussi, même avec l'orthographe des noms, dès qu'on a dans le système bancaire un nom un peu étrange, parce que tout d'un coup un prénom ne ressemble pas à un prénom, bah, tout d'un coup il y a un blocage, je ne sais pas très bien pourquoi. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est honteux en fait, hein, par rapport à la pratique. Enfin, par rapport à l'engagement des personnes qui, elles, donnent énormément d'argent, de temps, qui sont évidemment jamais rémunérées à l'aune du travail qu'ils ont fait pour les musées, ça c'est une certitude, et qui vont finalement sont remboursés dans des délais qui sont peu corrects. Et puis, juste pour revenir à l'autre question, communautarisme, universalisme, bon, je ne rentre pas dans le débat français qui est très intense. Mais ce que je peux vous dire par rapport à l'exposition au MEG, c'est que dans le départ du projet, nous avons décidé avec Karine Durand, qui est la directrice actuelle, mais qui à l'époque était conservatrice en chef, nous avons décidé de nous adresser à nos non-publics, en fait. Donc, il y a eu vraiment un postulat de départ qui était, pour une fois, une exposition va être créée pour les gens qui ne viendront peut-être pas la voir, et pas pour ceux qui habituellement viennent les voir. Donc c'était un parti pris. On s'est dit, ben voilà, on va demander aux personnes qui viennent habituellement au musée de faire un effort parce qu'on ne s'adresse pas à elles et eux en priorité. Évidemment qu'on s'adresse aussi à elles et eux, mais on s'adressait à toutes les personnes qui, depuis plusieurs années, dans les rencontres, les colloques, les discussions hors profession, nous disaient, mais jamais on passera la porte de votre cimetière d'objets, en fait. C'est un endroit qui nous intéresse absolument pas, qui nous fait violence, qui nous rend tristes. Voilà. Alors, bon, en plus, nos expositions sont au deuxième sous-sol, donc c'est vrai qu'on est clairement enfermés. Mais c'était vraiment cette idée de départ de se dire, pour ces gens-là qui ne viendront pas, on va essayer de penser autrement l'approche de l'exposition. Alors, certains sont venus, mais voilà, c'était... Donc oui, en effet, il y a cette friction, hein, mais au final, je trouve que dans les publics habituels du musée, et notamment dans les descendantes de personnes qui ont participé à un système colonial, essentiellement des enfants de missionnaires, hein, je m'attendais à des réactions un peu, voilà, un peu frustrées ou un peu fâchées par rapport à des histoires qui mettent pas forcément en valeur les ancêtres de ce côté-là. Et en fait, pas du tout. J'ai pas du tout. Il y a énormément de personnes qui étaient très heureuses qu'on parle d'une manière beaucoup plus transparente de tout ce qui a pu se passer, notamment au niveau aussi des missions, de la manière dont les missionnaires collectaient, etc. Donc voilà, finalement, on s'en est plutôt sorti correctement. Merci, je ne vais pas prendre la parole plus longtemps. Renaud, vous vouliez... Oui, peut-être brièvement sur la question de la rémunération. Nous, en fait, nos partenariats étaient de deux types. On avait des partenariats, disons, où on a juste ouvert le musée.
on a ouvert nos collections, tout le monde pouvait venir, donc de la communauté de la Papouasie occidentale, tout le monde pouvait venir, tout le monde pouvait faire des commentaires, mais c'était vraiment plutôt maison ouverte. Donc c'était pas nécessairement, on visait pas nécessairement un résultat précis. C'était juste, voilà ce qu'on a, voilà, on travaille sur cette exposition. Si vous avez des commentaires, ils sont les bienvenus. Si vous n'avez pas de commentaires, c'est bien aussi. Donc, c'était vraiment ça. C'était complètement ouvert. Donc, c'était vraiment pas, on visait pas une sorte d'extraction d'informations qu'on pouvait utiliser dans l'exposition. C'était vraiment ouvert. Et puis, évidemment, on a des partenariats où les gens ont vraiment produit des choses pour nous. Donc, comme les films, comme l'audio guide, comme la chronologie. Et donc là, on a rémunéré les personnes, évidemment. Et on a c'est assez bien organisé ici aux Pays-Bas, où on a on peut suivre des consignes assez spécifiques et on peut faire le calcul pour que ça soit, c'est avec l'organisation Stichting Mondriaan, donc le Mondriaan Fonds, en fait, et puis on peut faire le calcul et comme ça on peut organiser les rémunérations. Aussi pour les artistes, ça marche très bien en fait. Pour la question des communautaires, le contexte est complètement différent aux Pays-Bas parce que les Pays-Bas se sont construits en fait sur l'idée de la communauté, surtout religieuse. Donc l'idée de la communauté, ça circule, c'est pas un problème. C'est les communautés protestantes, catholiques, donc et ça joue encore, bien que c'est plus officiellement reconnu, mais ça joue encore un rôle important dans la pensée des gens. Donc la question de la communauté, l'universalisme, c'est pas une question qui se pose ici. C'est complètement différent. Merci beaucoup. Merci pour vos réponses. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions à tout hasard? D'autres réactions? Oui, Lucie, on vous laisse prendre la parole. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Non. Déjà, merci beaucoup pour toutes les présentations, c'était passionnant à suivre. Donc, je suis doctorante en première année et je traite les musées au Royaume-Uni et en France, comment ils réfléchissent sur la pratique, certaines manières de la présentation et l'interprétation de leur collection d'art visuel. Donc, je vois quelques liens plus proches et un peu moins proches avec ma recherche, donc merci. Et j'essaie d'articuler cette question à ce qu'elle soit pour tous les intervenants. Est-ce qu'il y a une chose que vous, une chose concrète que vous pouvez tirer des expériences que vous avez partagées aujourd'hui, qui a changé peut-être votre regard ou vos pratiques dans votre travail quotidien? Merci. Merci. Alors, qui veut prendre la parole et répondre en premier? Moi, je veux bien essayer. Je Merci. vais être brève. Je crois que l'importance de l'écoute, c'est confirmé en fait. Parce que parfois, on se dit, voilà, on veut faire ci, on veut faire ça, mais surtout le retour qu'on reçoit, il faut vraiment écouter, il faut savoir écouter et peut-être alors repenser nos idées, la pratique. Et juste, j'ai parlé de ça, mais c'est un point que je trouve quand même assez important, parce que si on n'avait pas écouté les propos des papous ou des descendants, que l'exposition devait être organique, voilà, le résultat aurait été complètement différent et donc aussi l'approche des visiteurs aurait été complètement différente aussi. Donc c'est parfois des petits propos, des petits accents aussi, mais qui peuvent faire toute la différence. Donc je vais dire l'écoute,
C'est ce que moi j'ai appris et ce que je prends de cette expérience-là. Floriane, si tu veux répondre. Oui, volontiers. Je rejoins tellement Vonou sur tout ce qu'elle a si bien dit. Moi, j'aurais aussi, comme retour d'expérience, c'est pas un regret parce qu'il fallait faire cette expérience pour pouvoir en tirer quelque chose, mais avoir travaillé sur un projet aussi synthétique qui regroupe des questions qui traversent le temps et l'espace avec des partenaires multiples. Ce que ça provoque aussi, en fait, c'est qu'on ne fait rien aussi bien qu'on aurait voulu le faire, puisqu'il y a trop dans tous les sens et que finalement, ça ne permet pas vraiment de soigner comme on l'aurait voulu les relations avec ses partenaires en question. Et donc, cette exposition, elle aurait pu être deux, en tout cas, des expositions. Et c'est vrai que ces capsules dont je ne vous ai pas du tout parlé, où là, il y avait vraiment un espace dédié à une co-curation, vraiment une personne qui de l'extérieur venait jouer le rôle de commissaire dans cet espace en apportant énormément. Eh bien, elles étaient trop nombreuses parce que, évidemment, on n'a pas pu accorder tout le temps qu'il aurait fallu. D'abord à communiquer correctement, à ne pas presser les gens dans voilà, dans des demandes professionnelles qui ne sont pas leur spécialité. Et donc, lire des plans de scénographie, c'est pas inné. Répondre comme ça à des questions toujours avec un décalage horaire. Enfin, il y a eu quand même de la violence finalement dans nos rapports parce que pour vouloir bien faire ensemble avec des délais serrés, il fallait faire vite. Et voilà. Et ça, je pense que plus jamais je travaillerai comme ça sur d'aussi nombreux sous-projets en même temps, tout en essayant de soigner des relations qui le méritent. Donc voilà. Et ils ont tous été très gentils, hein, mais je reconnais qu'ils auraient eu beaucoup de raisons de s'énerver à plusieurs moments. Voilà, parce que l'institution continue d'être un rouleau compresseur et avance toujours à son rythme et avec sa lourdeur. Voilà. Donc, c'est toujours l'agilité, elle doit venir des personnes qui travaillent avec nous, malheureusement. Et donc, ça, il faut vraiment arriver à changer cette dynamique petit à petit parce que c'est trop difficile. Si je peux me permettre aussi, effectivement, pour répondre dans un cas un peu différent, c'est-à-dire dans une réflexion globale pour un établissement, ce qu'on peut tirer de ces expériences, c'est, et Floriane l'a évoqué, c'est la malveillance involontaire, on va dire, c'est-à-dire notre capacité à vouloir avancer sans effectivement considérer la totalité des contraintes. Et ça vaut exactement dans la même chose dans le choix des mots. Il y a une forme de volonté de synthétiser, d'unifier, alors qu'effectivement, l'enjeu, il est plutôt de garantir une plurivocalité et une capacité de la diversité. Et dans les enjeux et dans les risques qui sont là, c'est effectivement ce qu'on peut positionner aujourd'hui, et ça vaut pour le vocabulaire lexique comme une hospitalité réelle, avoir une vocation hospitalière dans le choix du lexique, dans nos attitudes, dans nos pratiques, dans nos écoutes. Et finalement, on est contraint, et je pense qu'on sera tous d'accord, on est contraint surtout par le temps. Et c'est cette quête du temps qui, généralement, nous contraint à être involontairement malveillants. Voilà. Merci pour vos retours. Je ne sais pas si François ou Julien, vous vouliez rebondir dessus ou s'il y avait d'autres questions, d'autres remarques. Si plus personne ne souhaite prendre la parole, on peut clôturer ce jeudi. Merci beaucoup Benoît, merci Marion pour votre travail d'animation et merci à nos 4 intervenants pour vos présentations et vos retours d'expérience. Merci énormément. Merci à vous tous, merci vous. Marion, merci à Sébastien qui on pense et à vous 4 évidemment. Je sais que voilà, on aura l'occasion et tous ceux qui sont encore à l'écoute pourront nous contacter et vous contacter pour poursuivre et prolonger un certain nombre de questions. Donc voilà, ce sujet est extrêmement vaste et merci encore à vous tous et à la FEMS. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.